Donc, nous allons vous présenter le projet Jamétrie, qui est un projet qu'on a en ce moment en cours de chantier à l'agence. Donc, nous, plutôt qu'un résultat construit, on va plutôt vous présenter un processus de fabrication de ce projet. Pour démarrer, quelques mots sur l'agence. Donc, Figura est une agence d'architecture qu'on a cofondée en 2019 à Nantes. Nous intervenons auprès des particuliers et des professionnels sur des échelles et des programmations qui sont assez variées. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons plutôt vous parler de l'accompagnement qu'on a auprès des particuliers. Donc, depuis 3 ans, l'agence travaille sur des problématiques du logement individuel de façon assez large. Donc, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrit en continuité de ce travail déjà amorcé. C'est un travail qu'on alimente au fil de l'eau avec des commandes, mais également des réponses à des concours et à des appels à idées. Donc assez rapidement, sur 4 projets qui constituent ce travail, la maison autour de l'arbre, qui est la réalisation d'une maison en densification en fait, dans un hameau rural de division, dans le cadre d'une division parcellaire. Et c'est une maison sur laquelle on a travaillé sur une réinterrogation des codes du pavillonnaire. Ensuite, Housing for Los Angeles, c'est un concours organisé par la mairie de Los Angeles sur la conception de 4 maisons sur une parcelle mutualisée. Le projet CLF, un projet de rénovation et extension d'un pavillon des années 80 dans un lotissement à Couëron. Et la Biennale intérieure, donc c'est un projet beaucoup plus théorique sur lequel on a travaillé sur les fondamentaux de l'acte d'habiter, concrétisé dans un logement prototypal en fait, de 25 mètres carrés. C'est pour un peu vous brosser la diversité du travail qu'on peut avoir sur le logement individuel. Donc, le projet Jamétrie s'inscrit dans la continuité de ce travail en interrogeant la transformation du bâti en zone agricole. Le nom de Jamétrie, c'est le nom du hameau dans lequel se situe le bâtiment sur lequel nous travaillons. Donc, c'est un hameau rural de la commune de Vigneux-de-Bretagne, aux portes de Nantes. Le projet en fait commence par une prise de contact de la maîtrise d'ouvrage qui cherche à avoir un accompagnement à la transformation d'un bâtiment agricole de la fin du 19e siècle pour une transformation en habitation indépendante. On voit sur l'image de gauche en fait l'ensemble de la parcelle privée sur laquelle est situé ce projet. Actuellement, le projet est situé sur une parcelle qui appartient aux parents de la maîtrise d'ouvrage, ce qui est une donnée assez importante pour la suite du déroulement du projet. La longère existante, couverte de lierre sur sa façade, appartient aux parents et ces derniers habitent encore le site. Ils sont aussi propriétaires de l'accès et du garage, donc l'annexe de garage plutôt sur la gauche de l'image de gauche. Et le projet concerne la transformation du bâti en fond de parcelle qui est visible sur l'image de droite et tout au nord, enfin tout en haut à droite de l'image. Excusez-moi. En fait, pardon, excusez-moi. À la suite des premiers échanges avec la maîtrise d'ouvrage, on a essayé de situer ce site, et ce dernier se situe en zone agricole, ce qui, comme ça vous l'a été présenté précédemment, est une zone qui est assez non permissive pour la transformation de son bâti. Enfin, du moins, c'est très difficile. Et pour des projets de densification et de changement de destination, ça l'est encore plus. Les premiers échanges ont permis de découvrir que finalement, au début des années 90, il y avait un premier permis de construire qui a été accordé à la maîtrise d'ouvrage pour la transformation de ce bâti en fond de parcelle. Et ce bâtiment agricole, à l'origine, a eu l'obtention d'un permis pour l'aménagement de ses combles. Et finalement, en fait, on a une extension de la surface habitable en considérant que cette dépendance était une extension de la maison principale adressée sur voirie. Et finalement, ça a été un peu la porte d'entrée finalement et la porte de faisabilité de ce projet, sans quoi on n'aurait pas pu du tout réaliser cette démarche et un accompagnement auprès de la maîtrise d'ouvrage.
On a souhaité du coup proposer à la maîtrise d'ouvrage une étude préliminaire de faisabilité pour s'assurer de la faisabilité auprès de la mairie. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce permis de construire, c'est vraiment une aparté, a été perdu par la maîtrise d'ouvrage, donc les parents de notre cliente. Et au niveau de l'urbanisme de la mairie, il y a eu un incendie au niveau des archives, ce qui, du coup, en fait, crée une espèce de situation un peu ambiguë où personne n'était d'accord. Cette bâtisse avait été aménagée, mais finalement, ce sont les services des impôts qui ont un peu sauvé le projet, parce que c'est eux qui ont trouvé qu'il y avait plus de surface habitable taxée que prévu initialement. Donc, merci à eux. L'objectif du coup de cette mission, c'était de recréer un dialogue avec l'urbanisme de la ville de Vigneux-de-Bretagne et d'avoir une lecture vraiment analytique du PLU qui permette d'assurer ce projet et la réalisation de ce dernier. Donc on a pu travailler sur la lecture de ce permis et lire finalement qu'il était possible d'étendre le bâti existant de 30% de la valeur de l'emprise du bâti auquel on venait s'accoler, en restant dans la limite de 50 mètres carrés d'extension. Du coup, Figueras s'est chargé de l'obtention de l'accord entre guillemets réglementaire de la réalisation de ce projet. Et la maîtrise d'ouvrage de son côté a travaillé pour établir le cadre juridique et financier du projet. Il faut savoir aujourd'hui que le projet ne comporte officiellement qu'un seul logement sur cette parcelle. Il s'inscrit comme une extension du projet principal, comme je vous le disais tout à l'heure. Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul logement, il y a une pluripropriété au sein de cette même parcelle, sans indivision. Et cette pluripropriété, en fait, est rendue possible par le fait qu'il y ait une SCI familiale qui se soit montée avec le notaire en fait, des clients, et que les propriétaires actuels de la longère adressée sur voirie, donc les parents, fassent partie du montage juridique. Le dernier point assez important, c'est qu'à l'avenir, en fait, les éléments bâtis sont indivisibles et ne pourront jamais être vendus indépendamment. Ce qui est assez impactant sur la conception et aussi sur l'avenir de ce bâti et les interrogations que ça entraîne. Une fois le cadre réglementaire, juridique et économique posé, nous avons pu démarrer une mission dite un peu plus classique d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage sur une mission complète. Donc, lors du démarrage de notre mission complète, on a eu 2 diagnostics. Le premier, à grande échelle, on a dézoomé en fait, par rapport à ce hameau de la Jamétrie. Donc, on a à gauche une photographie aérienne de 1950-1965 et à droite une photographie aérienne de 2021. Donc, entre les deux, on peut noter quand même la transformation du parcellaire agricole avec une unification des parcelles entre 1950 et 1965. Donc avec la réduction du nombre d'exploitations et l'augmentation des surfaces d'exploitation des fermes. On a aussi un développement des infrastructures agricoles qui sont encore en activité aujourd'hui. Donc là, en 1950, on voit une ferme qui est composée de 2 bâtiments. Cette même ferme, en 2021, elle a vraiment grandi et il y a eu la création de 3 grands bâtiments de très grande surface. Donc, en fait, on voit aussi en fait, cette transformation, cette évolution du territoire agricole, ça traduit la réduction en fait, du nombre d'exploitations aujourd'hui sur ce territoire. Et donc, un certain nombre de bâtiments agricoles qui étaient utilisés autrefois comme des greniers à grains, des habitations pour les agriculteurs, qui sont aujourd'hui délaissés parce que plus utilisés. Et en même temps, ils ne peuvent pas forcément être vendus, ils ne peuvent pas forcément être transformés. Néanmoins, en parallèle à ce constat, on observe une densification entre les 2 cartes, le long de la route en fait, qui traverse le hameau de la Jamétrie. Densification qui s'est faite donc, dans cette temporalité-là. C'est la construction de pavillons de type logement individuel qui a été réalisée sur les terres agricoles. Donc, le PLUI, aujourd'hui, il est restrictif, mais il est restrictif pour préserver en fait, les terres agricoles qui ont été grappillées dans la temporalité. Donc c'est vrai que la mesure de protection de ces terres agricoles, aujourd'hui, elle nous questionne quand même par rapport à la protection qu'on peut avoir du patrimoine bâti agricole, qui est un patrimoine de qualité, comme le disait Julien, et qui date en général de la fin du 19e siècle et qui pourrait, dans le cadre d'une bonne rénovation, faire des logements de qualité.
Notre deuxième diagnostic, un recensement en fait, des artefacts qui étaient sur du bâtiment existant. Donc on a recensé en fait, des faits architecturaux, des éléments en fait, d'architecture du bâtiment existant. On en a fait ce qu'on appelle un glossaire du déjà là, qui est pour nous un préalable en fait, à la conception et qui va nous servir de socle pour pouvoir garder la mémoire du bâti malgré la transformation qu'il va connaître. Le projet du coup en plan masse. Donc on voit en fond de rue la maison existante, à gauche le garage et puis tout au nord le bâtiment sur lequel nous travaillons. Donc on a maintenu un accès unique en fait, pour les deux habitations, avec une seule zone de stationnement qui est mutualisée, ce qui nous permet de dégager complètement le jardin du stationnement automobile. Le jardin, du coup, il est vraiment pensé comme un espace de négociation entre les deux habitations. C'est un jardin qui va être mutualisé, on n'a aucune clôture, et c'est quelque chose qui convient tout à fait à notre maîtrise d'ouvrage. Ils ne sont pas du tout en recherche de grandes surfaces, ils viennent vraiment habiter à la campagne parce qu'ils cherchent un cadre de vie, et donc la mutualisation de services, comme le stationnement, comme le jardin, leur conviennent tout à fait. Ensuite, quelques principes qui ont guidé la conception du projet architectural. Donc en plan, une organisation par une succession en fait, d'espaces habités. On a vraiment intégré dans le plan même les espaces extérieurs comme la continuité du plan intérieur. Et puis la définition d'un axe de distribution et de service vertical sur la façade nord, qui est une façade donc, en limite de propriété, sur laquelle on a aujourd'hui une petite meurtrière au rez-de-chaussée, mais enfin, sur laquelle on ne pourra jamais ouvrir parce qu'elle est en limite de propriété. Donc on a choisi de dégager vraiment l'ensemble du plan pour concentrer les services et la technique sur cet axe de distribution. Finalement, en fait, du coup, ces principes, on les a appliqués dans le développement du projet et notamment sur le travail en plan proposé. Sur cette slide, vous avez en bas le plan du rez-de-chaussée, je ne sais pas si vous voyez tous, et en haut le plan du R+1. Si on reprend le principe d'espace, travailler sur la transversalité et séquencer aussi, on part d'abord sur un aménagement d'une maison qui fait 75 mètres carrés au total sur 2 niveaux. On a ce travail de séquence qui considère des espaces continus, notamment la création d'une grande pièce ouverte avec un salon séjour, cuisine plus ou moins flexible, qui crée une pièce de quasi 40 mètres carrés. Une zone technique qui est balancée sur la façade est plutôt du bâtiment, et là on a travaillé plutôt la distribution verticale des réseaux et la mutualisation en fait des gaines techniques pour essayer d'avoir la rationalité la plus prononcée possible sur le plan proposé. Comme on le disait sur le principe précédent, l'axe de service est plutôt balancé au nord en fait, de la bâtisse, avec cet escalier qui sert à un R+1 avec 2 chambres et une salle d'eau. À noter une double hauteur aussi sur la partie salon-salle à manger qui, pour le coup, nous sert bien parce qu'on crée vraiment un espace qualitatif et on travaille aussi le rythme des ouvertures et les ouvertures, le séquençage des vues. Mais c'est aussi une contrainte réglementaire puisque réglementairement, on ne pouvait s'étendre que de 14 mètres carrés et créer en fait 50 mètres carrés. On arrive à 47, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Le travail en coupe, là on vous a mis la coupe existante et la coupe de l'état projeté. Ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment l'épaisseur du bâti existant. On est sur des murs en moellon d'une épaisseur de 50 cm qu'on a souhaité conserver pour le développement du projet comme base en fait, de l'intervention. On avait à l'origine vraiment un bâtiment agricole sur terre battue, un travail du coup d'aménagement qui avait été fait dans les années 90 avec un plancher intermédiaire en bois, très peu isolé. Enfin, c'est comme ça que c'était fait un peu plus à l'époque, on faisait un peu moins attention. Une charpente apparente en chêne que malheureusement on n'a pas pu conserver. Et voilà, on a un discours qui était déjà en place et qui pour nous devait être un peu réutilisé pour le développement de ce projet et pour assurer la continuité un peu du langage architectural en place. Et on le voit sur l'état projeté, notre seule intervention finalement a été de surélever, de prendre entre guillemets cette toiture, de la surélever avec des élévations en briques. L'extension est elle-même traitée en briques.
Et on a une continuité de ce nouveau matériau de manière à pouvoir avoir une cohérence derrière dans les matériaux choisis et surtout aussi les enduits de façade et le type d'enduit qu'on allait pouvoir positionner. Ça, on reviendra dessus un petit peu après. La coupe longitudinale de la maison, qui est assez intéressante, parce qu'on lit la double hauteur du coup au niveau du salon salle à manger. Beaucoup d'éléments pochés assez noirs, en fait, qui sont des éléments structurels du projet. La poutre béton qui sert à parfaire le ceinturage du chaînage béton de la maison. Le plancher bois qu'on a voulu laisser apparent pour des contraintes budgétaires mais aussi esthétiques. Donc on est sur un projet qui est très dépouillé. Et on lit vraiment tout cet espace continu au rez-de-chaussée et l'intervention assez maîtrisée, assez simple au R+1. Quelques perspectives présentées en APD à l'époque. Le projet a bougé un petit peu depuis, mais en fait l'idée était de vraiment donner les grands axes de développement du projet et aussi l'importance de tenir certains détails. Il n'y en avait pas beaucoup à tenir, mais voilà, il fallait quand même, par exemple, le traitement de la sous-face de plancher, la poutre béton, la manière de la façonner. Et voilà, après, c'était une base à développer. Et aujourd'hui, en chantier, c'est vrai qu'on a encore, c'est pour ça qu'on aime bien les missions complètes, la capacité de dessin et d'ajustement sur le chantier directement avec les artisans, ce qui les aide et ce qui aussi nous aide en termes de conception. On estime que la conception ne s'arrête pas forcément à ce qu'on appelle, nous, la phase de conception. Le chantier en fait aussi partie. L'élévation maintenant de la façade sud de la bâtisse, l'état existant plutôt à gauche et l'état projeté à droite, ce qu'on a trouvé intéressant en fait sur cette façade existante, c'est son ordonnancement. On n'a pas réellement d'alignement. On a des existants, comme on le voyait tout à l'heure sur les artefacts, avec des linteaux granit doublés de linteaux bois qu'on a souhaité conserver. Le moellon qu'on voulait remettre aussi en valeur et essayer de minimiser l'impact de notre intervention, de l'extension et de la surélévation. Le travail plutôt sur la façade ouest, où là, le travail des ouvertures et du coup de l'ordonnancement continu se retourne. On a essayé de vraiment axer notre travail des ouvertures sur la création de points de vue, mettant à distance la maison existante, qui est vraiment un vis-à-vis assez proche de cette bâtisse. Et aujourd'hui, en fait, quand on se trouve dans la maison, sur les photos de chantier que vous allez voir après, on ne voit pas le bâti existant, la longère existante sur voirie. Une projection 3D à l'époque pour le permis de construire, avec un travail sur l'enduit à la chaux, qui était un élément de liaison entre le bâti ancien et l'intervention neuve, on va dire. La rehausse du linteau granit pour création d'une porte d'entrée, du fait de décalage de niveau et de l'implantation de dalles par rapport au niveau naturel. Et oui, des positionnements aussi différenciants des menuiseries extérieures. On a un vrai travail de positionnement à des nus en fait, différents de la maçonnerie, qui permet d'apporter sur la zone d'extension, et on ne le voit pas réellement, mais sur la zone de surélévation, ce n'est pas le même nu. On a 3 nus différents. En moellon, ouais. Il y a une feuillure existante. On traduit une épaisseur de... Pardon. En fait, au niveau de la porte d'entrée, on est au nu intérieur de la maçonnerie. Hop. Ce qui traduit vraiment l'épaisseur du mur en moellon et révèle en fait le caractère vraiment ancien du bâtiment. Alors qu'au niveau de l'extension, on va être au nu extérieur de la maçonnerie, ce qui vient apporter vraiment une touche très contemporaine. Enfin, voilà, on a joué en fait sur ce mélange entre le maintien de l'existant et du traditionnel, mais en même temps une touche de contemporanéité assez forte sur le projet. Quelques photos de chantier, parce que le projet est toujours en cours. Les fenêtres sont posées depuis hier. Ça, c'était après dépose de la charpente et de la couverture. Donc, on était déjà sur quelque chose d'assez imposant pour la maîtrise d'ouvrage qui avait depuis 40 ans la même visu sur ce bâti ancien. On avait déjà commencé à préparer l'assise de la zone d'extension. Et là, on préparait le frangement et le retrait complet en fait, du pignon ouest de la bâtisse.
quelques photos après le coulage de la dalle, les renforts, les jambes de force à positionner pour le renfort, en fait, le cintrage de la bâtisse, et être sûr que n'allait pas avoir des petits problèmes par la suite. Et en attente, en fait, de réaliser le chaînage d'assises de la surélévation et la poutre transversale qui venait vraiment compléter le ceinturage. Là, le travail d'élévation en briques, ça paraît très court, mais c'était moins court en fait sur le suivi de chantier. C'était même un peu trop long. L'élévation en briques avec traitement thermique, ce qui nous permet de réduire vraiment l'épaisseur du complexe mis en œuvre, notamment pour répondre à les questions de réglementation thermique. Une vue aussi sur la photo centrale de la vue dégagée sur le champ. C'est dommage qu'on ne puisse pas créer d'ouverture parce qu'il y a vraiment un champ et une zone agricole vraiment à perte de vue. C'est un site assez exceptionnel. Et la jonction aussi entre les briques et la pierre vue, le moellon existant, qui malheureusement dans un premier temps ne sera pas traité, mais sera retraité dans un second temps. Le projet du coup avance. On a un façonnage assez particulier des linteaux et en fait de tous les supports pour les menuiseries extérieures, notamment celles qui sont posées au nu extérieur, ce qui est un peu une particularité pour des maçons qui travaillent un peu sur du bâti plus traditionnel, on va dire. C'est plutôt une singularité. Donc il faut vraiment les accompagner. C'est pour ça que le suivi de chantier aussi a son intérêt et nous on aime particulièrement le réaliser. On aperçoit en fait la poutre béton qui est coffrée à la planchette. On a décidé de la laisser apparente et du coup la manière dont cette poutre a été coulée en fait importait vraiment beaucoup, et ce que les maçons ne comprennent pas forcément à l'origine. Et là on les a vraiment accompagnés. Ça leur plaît assez que leur travail finalement reste assez apparent dans le temps. Et quelques détails, notamment le positionnement des chevrons aussi au nu intérieur de la race du pignon, de manière à éviter d'avoir un solin trop épais. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La pose de la charpente en épicéa, qui a eu lieu il y a 3 semaines, avec une volonté de dégager le plus possible les espaces du R+1, et notamment l'espace habitable. Donc les potelets en fait ont été positionnés vraiment au nu intérieur de la maçonnerie. Et on reprend le langage un peu de l'existant, malgré le fait que ça ne soit pas en chaîne, avec des poinçons et entraides et fermes apparentes. La poutre béton, quand même. Le façonnage, un peu plus en détail, qui permet en fait de recevoir le plancher bois, qui va être présenté un petit peu après. La pose de la couverture en ardoise naturelle, qui reprend en fait les codes du bâti ancien sur le hameau, des dalles nantaises, des bords de chevrons et des éléments de gestion des eaux pluviales traités en zinc naturel. Le plancher bois en cours de pose, donc ce fameux détail avec l'appui sur la poutre béton, une solive en trop qui a été posée et retirée depuis pour tenir un détail. Et c'est fini. Et le projet est toujours en cours, donc du coup clos couvert cette semaine et les enduits commencent la semaine prochaine. Et on a une maîtrise d'ouvrage en fait qui était vraiment partie prenante du projet. Et je pense que c'est vraiment aussi un point assez important, c'est que l'étude de faisabilité a permis en fait d'avoir vraiment une relation de confiance avant même d'engager des frais qui, c'est vrai, en fait, des honoraires d'architecte, ça coûte de l'argent. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas dire carte blanche, mais on a un suivi qui est assez agréable à réaliser sur ce chantier. Voilà, merci.